Heidegger, le principe de raison, le cours. Chapitre 4. La grande puissance du principe de raison. On énonce devant le principe de raison nil est sine ratione, rien n'est sans raison. À peine entendu, le principe est aussitôt accepté par nous, car nous ne trouvons rien d'immédiat qui puisse parler contre lui. Mais nous ne trouvons rien non plus d'abord qui puisse parler en faveur d'une méditation spéciale de ce principe. Le principe fait ainsi partie de ces nombreuses choses qui vont de soi, de ces choses indifférentes au milieu desquelles nous passons journellement. Aussi pensons-nous que le principe a dû être toujours connu, ce qui est bien vrai d'une certaine manière. Nous allons voir bientôt plus clairement comment certaines résonances du principe de raison ont toujours été déjà perçues, non seulement en fait, mais nécessairement, et suivant quelle nécessité. Au début de notre route, cependant, il nous a fallu apprendre que le principe de raison en tant que principe n'a été découvert qu'au XVIIe siècle par Leibniz. On incline à penser que c'est l'esprit du XVIIe siècle qui a conduit à la découverte du principe de raison comme principe. Il est tout aussi juste de dire que c'est la découverte du principe de raison comme d'un des premiers axiomes de toute représentation et de tout comportement qui a d'abord imprimé sa marque sur l'esprit du XVIIe siècle et des siècles suivants, jusqu'à nous-mêmes et encore au-delà de nous. Peut-être les deux opinions sont-elles exactes, mais aucune des deux ne suffit à la circonspection tranquille qui est ici nécessaire. Si l'on veut pénétrer du regard cette histoire qui régit à la fois la longue absence et la brusque apparition du principe de raison, il est certain dans tous les cas que le penseur qui a découvert le principe de raison comme principe, que Leibniz lui-même, disons-nous, a conféré au dit principe la dignité d'une principe grande, d'un principe de grande puissance. Nous allons dans les limites de réflexion préliminaire tâcher d'éclaircir en quel sens le principe de raison est le principe très puissant. Dans quelle perspective devons-nous comprendre sa puissance? Le sens de cette dernière se trouvait tout de suite trop restreint si nous nous concentrions de la rapporter au rôle qui lui revient dans la philosophie de Leibniz, laquelle, comme toute philosophie moderne, a le caractère d'un système, même là où celui-ci ne se tient pas devant nous comme une construction de pensée complète et achevée. Si le principe de raison est un principe déterminant dans le système de Leibniz, c'est uniquement parce que ce principe concerne tout ce qui est. Car, sous sa forme vulgaire, comme Leibniz l'appelle lui-même, il s'énonce nihil fit sine causa. Rien n'arrive sans cause, c'est-à-dire rien ne devient sans cause une chose qui est. La forme vulgaire du principe de raison n'est pas fausse, toutefois pour Leibniz, elle est imprécise. Le principium rationis, applicable à tout ce qui, de quelque manière, est, ne régit pas seulement le domaine des processus naturels, mais aussi celui qu'aujourd'hui nous appelons l'histoire. Plus encore, la nature et l'histoire font partie de l'être total de l'étang et de ce que Leibniz, se référant au langage, le plus ancien de la pensée occidentale, appelle natura. Le mot porte la majuscule, l'un des plus profonds parmi les traités difficiles que Leibniz écrivit vers la fin de sa vie, Goethe, 7, page 289, commence ainsi. Ratio es in natura, cur alicid potius existas quam nihil. Il est dans la nature d'une raison pour laquelle quelque chose existe plutôt que rien. Nature ne désigne pas ici un district de l'étang distingué d'un autre. L'auteur emploie ici nature au sens auquel nous pensons quand nous parlons de la nature des choses. Natura quam rebus tribuere solemus. Goethe 4, 504. La nature que nous avons coutume d'attribuer
d'accorder aux choses, dans la nature des choses ainsi entendues. Il y a une sorte de raison qui fait que quelque chose existe plutôt que rien. Le premier mot du traité, le mot décisif, à savoir ratio, est souligné dans le manuscrit. Leibniz écrit quelques lignes plus bas: Ea ratio debet esse in aliquo antan realis sua causa. Cette raison qui réside dans la nature des choses et pour laquelle elles inclinent à exister plutôt qu'à ne pas exister, doit se trouver dans quelques étangs réels ou dans la cause. Une cause première doit exister. Dans la phrase suivante, cette cause existante est appelée l'ultima ratio rerum, la raison existante ultime, suprême de toute chose. Leibniz ajoute: Uno vocabulo solet appellari Deus, et cet étant qui est nécessairement en tant que raison suprême a coutume d'être appelé d'un seul mot: Dieu. L'étant dans la totalité de son être, jusqu'à la prima causa, jusqu'à Dieu, est régi par le principium rationis. Le domaine de validité du principe de raison embrasse tous les temps, jusqu'à et y compris sa première cause existante. Cette indication nous rend plus claire la grande puissance du principe de raison. Mais ainsi considérée, elle nous laisse voir encore que l'étendue de son domaine d'application. Nous demandons cependant ce qui, dans le principe très puissant, est la chose puissante. Nous l'apercevons que si nous attachons à la formule du principe de raison que Leibniz tient pour rigoureuse et seule authentique, par opposition à la formulation vulgaire. La rigueur de la formule authentique apparaît dans le fait que son titre est plus précis. Principium randea rationis, le principe de raison qu'il faut rendre. Ce qui veut dire, selon le principe de raison, la raison ne se rencontre pas n'importe où et n'importe comment au sein de la chose indéterminée et indifférente. La raison comme telle exige d'être rendue comme raison, rendue, dans la direction du sujet qui se représente et par lui pour lui-même. La raison veut émerger partout de telle sorte que tout, dans le domaine où s'affirme cette prétention, apparaisse comme un conséquent, c'est-à-dire doivent être représentés comme une conséquence. Cela qui s'offre à notre représentation est que nous rencontrons de telle sorte qu'il se trouve posé et fondé sur la raison. Cela seul est accepté comme une chose qui tient sûrement debout, c'est-à-dire comme objet. C'est seulement de ce qui tient ainsi debout que nous pouvons dire avec certitude: il l'est. Peut seul être accepté comme étant ce qui a été amené à tenir debout dans et par une représentation fondée. Mais un acte de représentation ne peut rien fonder que si la raison est fournie, comme ce qui fonde au sujet qui se représente. Pour autant, et pour autant seulement que la raison est fournie, la représentation répond à cet appel qui nous demande de fonder. Or cet appel nous parle dans la raison elle-même, pour autant que, comme telle, elle exige d'être fournie dans toute représentation. Ce qui dans le principe de raison est puissant, c'est l'appel à fournir la raison. Cet appel de randendum, comme demande toute représentation humaine. Mais le principium redendea rationis ne devient pas pour cela un simple principe de connaissance. Bien au contraire, suivant la pensée directrice de la philosophie moderne, une chose n'est que dans la mesure où une représentation fondée s'en est assurée comme de son objet. Aussi le principium randea rationis demeure-t-il le principe suprême non seulement de la connaissance, mais en même temps des objets de la connaissance. Tout ce qui est en conséquence de est en soi-même la conséquence d'une raison, ce qui veut dire
est en conséquence et conformité de l'invitation à fournir une raison, invitation qui parle dans le principe de raison, entendu comme principium randea rationis, pour éclairer ces remarques et pour les appuyer de textes qui ne soient pas ambigus. Reprenons en sens inverse les propositions citées de Leibniz et remontons ainsi jusqu'au point où elles sont fondées suivant la propre affirmation de Leibniz. Comme ultima ratio de la natura, comme cette raison existante ultime et suprême, c'est-à-dire première de la nature des choses, il faut poser ce que l'on a coutume d'appeler Dieu. La nature des choses recèle une raison pour laquelle quelque chose est, plutôt que rien ne soit. La raison s'appelle Dieu en tant que cause première existante de tout ce qui existe. Mais d'où vient la validité de cette affirmation qu'il faut une raison pour que quelque chose soit, plutôt que rien ne soit? C'est par cette affirmation que débute le traité de Leibniz. Répétons le texte de la proposition. Ratio es in natura quo alicid potius exista quam nihil. Il est dans la nature des choses une raison pour laquelle quelque chose existe plutôt que rien. Or, cette proposition placée en tête est déjà elle-même une conséquence, à savoir du principe de raison. Leibniz ajoute aussitôt et consequent es magnilius principi quonil fiat sine ratione. Ceci, à savoir ce que dit la première phrase, est une conséquence, une suite de ce principium magnum, de ce grand principe qui dit que rien ne se produit, c'est-à-dire que rien n'arrive à l'être sans raison. Poussé à l'extrême, ceci veut dire Dieu existe seulement dans la mesure où le principe de raison est valable. On revient aussitôt en arrière pour demander dans quelle mesure le principe de raison est-il donc valable? Si ce principe de raison est le principe très puissant, dans sa puissance réside alors une sorte d'efficience. En fait, dans le traité cité, Leibniz mentionne, sous le numéro 2, qu'une efficience, un efficere, devient de droit au principe suprême. Toute efficience, cependant, suivant le principe de raison, acquiert une cause. Or, la cause première est Dieu. Ainsi, le principe de raison n'est valable que pour autant que Dieu existe. Seulement Dieu n'existe que pour autant que le principe de raison est valable. Une telle pensée tourne dans un cercle. À vrai dire, nous serions encore bien loin de la pensée de Leibniz si nous supposions que ce philosophe s'est rassuré au sujet d'un pareil cercle, qu'on peut facilement mettre en évidence ou même dénoncer comme vicieux. Aucun de nous ici présents ne doit s'imaginer qu'il a déjà compris à fond les propositions citées de Leibniz. Ce qui maintenant importe d'abord et uniquement, c'est de comprendre ceci. Le principe de raison est le principe qui commande tout, pour autant que, suivant la formulation rigoureuse du principe de raison, der Grund demande que tout ce qui est soit en sa conséquence, c'est-à-dire par le moyen d'une satisfaction expressément donnée à l'appel de la raison. Il s'agit pour nous désormais de ne pas perdre de vue que la raison apparaît avec son caractère d'exigence dans la première formulation rigoureuse du principe de raison. Le principium redendae rationis exige que toute représentation d'objet se fonde elle-même et en même temps que l'objet lui-même soit toujours fondé, c'est-à-dire assuré. Or, il est un mode par excellence de la représentation qui fonde ces objets. La science moderne se voit elle-même comme étant ce mode. Elle repose donc sur le principe de la ratio redenda. Sans la science moderne, pas d'université moderne. Nous qui sommes ici présents, nous avons conscience d'appartenir à l'université, c'est-à-dire que nous mouvons sur le terrain sur lequel l'université repose, sur le principe de raison.
Mais ce qui demeure étonnant, c'est qu'ici même, nous n'ayons jamais rencontré le principe de raison. L'affirmation que l'université repose sur le principe de raison serait-elle bizarre et exagérée? Si l'université n'est pas construite sur le principe, peut-être l'est-elle sur ce dont parle le principe. On nous a dit qu'il parlait de redendum. Ce qui parle dans le principe, c'est l'appel exigeant qu'on fournisse à la raison toutes les assertions de tout dire. D'où parle cette exigence de la raison qui veut être fournie? Cette exigence réside-t-elle dans l'être de la raison, Grund, elle-même? Avant de questionner si loin, bornons-nous tout d'abord à nous interroger nous-mêmes, à nous demander si nous entendons cet appel à fournir la raison. Nous ne pouvons répondre autre chose que oui et non. Oui, car depuis quelque temps, nous avons les oreilles rabattues par l'appel à fournir la raison. Non, car pourtant, c'est à peine si nous entendons cet insistant appel. Où que nous allions, nous restons dans la zone où résonne l'appel à fournir la raison et, en même temps, il nous est extraordinairement difficile d'y être spécialement attentifs afin d'y percevoir le langage qui parle et qui lui est propre. Nous avons des appareils pour mesurer et contrôler la radioactivité de l'atmosphère, mais pour entendre l'appel qui veut que raison soit fournie, nous ne disposons d'aucun appareil. À vrai dire, les appareils attestent par leur existence même, et les fonds constitués par ce qu'ils enregistrent confirment que le très puissant principe de raison déploie maintenant sa puissance d'une manière inconnue jusqu'ici. Car l'humanité est maintenant arrivée à ce point que l'époque qui s'ouvre à son existence historique, elle la désigne d'après l'énergie atomique devenue livrable. Nous sommes, dit-on, dans l'ère atomique. Nul besoin que nous voyions clairement tout ce qui est impliqué dans cette désignation. On pourrait se vanter d'y parvenir. Seulement, dès aujourd'hui, nous pouvons faire autre chose. Chacun peut réfléchir jusqu'à un certain point sur l'étrangeté inquiétante de ce qui se dissimule sous cette appellation, en apparence anodine, choisie pour notre époque. L'homme caractérise une époque de son existence historique et spirituelle par la mise à portée d'une énergie naturelle et par la pression qu'il en subit. L'existence de l'homme, marquée par l'atome, cette qualification désigne aujourd'hui quelque chose qui peut-être à l'heure présente n'est accessible à partir de la pensée qu'à partir d'un petit nombre d'hommes. Pourtant, le nom d'air atomique donné à notre époque atteint probablement ce qui est, car tout ce que l'on trouve encore en elle est ce que l'on continue à appeler culture, théâtre, art, film et radio, mais aussi la littérature et la philosophie, et même la foi et la religion, tout cela partout ne fait plus que se traîner derrière ce qui marque l'époque comme ère atomique. On pourrait rapporter beaucoup de choses à ce sujet, tâches dont les hebdomadaires illustrés s'acquittent aujourd'hui avec une extrême habileté et complaisance. Cette sorte d'information, à vrai dire, est, elle aussi, une caractéristique de notre époque. Le mot d'emprunt information est ici plus clair que ses équivalents allemands, pour autant qu'il désigne cette annonce et communication directe de nouvelles qui, en même temps, et d'un autre côté, entreprend d'imprimer sans bruit sa marque sur les lecteurs et auditeurs de les informer. Que notre méditation ne perde plus de vue ceci. Une époque de l'histoire de l'humanité caractérisée par l'atome. Il n'y aurait pas, cependant, d'ère atomique sans physique de l'atome. C'est là, comme on dit, une vérité de la palisse. Elle ne représente pourtant qu'une demi-idée qui nous est offerte pour le cas où nous nous en contenterions. Nous pouvons toujours, nous devons même demander d'où vient la science de l'atome. Est-elle dirigée par cette discipline qu'on appelle la physique nucléaire, mais qu'aujourd'hui, plus exactement, on désigne déjà comme physique des particules élémentaires? Car récemment encore, la microphysique contemporaine ne connaissait que l'atome que de deux sortes, de particules de protons et de neutrons.
Aujourd'hui, on en connaît plus de 10. Et déjà, la science se voit entraînée vers la tâche qui consiste à ramener cette multiplicité dispersée de particules élémentaires à une nouvelle unité qui la soutienne. Que penser de ce mouvement qui emporte les sciences, les amenant à s'assurer d'une unité toujours plus adéquate, d'une unité qui englobe ce qui s'offre à elle comme fond représentable de théories et de faits observés. Nous avons déjà noté que l'interrogation scientifique est sans cesse aiguillonnée à éliminer les contradictions qu'elle rencontre. Celles-ci sont éliminées par un progrès qui conduit à résorber les contradictions dans une unité propre à porter les contradictions apparentes, c'est-à-dire à leur donner un fond, une raison. Dans le mouvement qui entraîne représentation et question au-delà du contradictoire, domine l'invitation à fournir la raison appropriée. Nous disons que l'âge atomique repose sur la science de l'atome et nous demandions d'où venait cette science. Cette question, cependant, n'entend pas suivre tout le cours de la genèse et du développement de la physique atomique. Elle voudrait faire réfléchir à ce qui en est le ressort le plus intime, que ce ressort soit ou non connu des savants. Or, il apparaît que la forme qui pousse, le courant qui entraîne à éliminer constamment les contradictions intérieurement à la diversité des théories contradictoires est de fait inconciliable, que cette force ou ce courant, disons-nous, provient de l'appel du principium radende rationis. Cet appel est autre chose que la science elle-même. L'appel à fournir la raison est pour la science l'élément où son mode de représentation se meut comme le poisson dans l'eau ou l'oiseau dans l'air. La science répond à l'appel de la ratio randeda, et cela sans condition. Autrement, elle ne pourrait être ce qu'elle est. Mais alors que la science répond à l'appel du randendum, et qu'elle l'a toujours en tête, elle ne l'entend pas toutefois de telle façon qu'elle puisse y réfléchir. Si donc nous disons l'âge atomique, et si nous le disons plus à la légère, nous faisons alors attention au fait que nous autres, qui vivons en cet âge, sommes placés sous la domination de l'appel du très puissant Principium Radende Rationis. Si nous sommes des hommes d'aujourd'hui, c'est seulement pour autant que nous régente complètement le très puissant appel qui veut que raison soit fournie. L'âge atomique, entendu comme époque planétaire de l'humanité, est caractérisé par ce fait que la puissance du très puissant Principium Randende Rationis se déploie d'une façon troublante et dépaysante, pour ne pas dire qu'elle se déchaîne dans le domaine déterminant de l'existence humaine. Les mots troublante et dépaysante, umhelnisch, qui sont employés ici, ne sont pas pris dans un sens sentimental. Ils doivent être entendus proprement, à la lettre, en ce sens que le déchaînement, unique en son genre, de l'appel à fournir la raison, menace tout ce qui pour l'homme constitue son pays natal. Alès et Miesh, ce qui lui enlève tout sol et tout terrain permettant un enracinement, c'est-à-dire cet attachement au terroir dont jusqu'à présent sont sorties toutes grandes époques de l'humanité, tout esprit découvreur d'horizons, tout style donné aux formes humaines. Par là se révèle à nous la situation extrêmement étrange que l'homme moderne, situation qui va contre tout ce qui implique comme croyance habituelle nos représentations de tous les jours au milieu desquelles nous errons de tous côtés comme des sourds ou des aveugles. L'appel du très puissant principe exige que raison soit fournie, attache l'homme de nos jours au sol où il est attaché. En d'autres termes, plus résolument s'organise cette course au domptage d'énergies gigantesques, lesquelles doivent couvrir à tout jamais les besoins énergétiques de l'homme sur Terre, et plus insuffisante devient la capacité de l'homme à bâtir et à habiter dans le domaine de l'essentiel. Il existe un jeu mystérieux de correspondance entre l'appel à fournir la raison et le retrait du sol natal. Il s'agit pour nous d'apercevoir la forme
le mouvement de ce jeu supérieur de la fourniture et du retrait. Il s'agit de réfléchir au point de départ de ce jeu. Il s'agit de demander quel rôle, dans ce jeu, joue l'invisible domination du très puissant principe de raison. Il s'agit de bien observer dans quelle contrée nous nous trouvons quand notre méditation prend à corps le principe de raison.